Nous sommes le vendredi 20 mars, voici à la une. Bonjour, bon vendredi. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on va revenir ensemble, évidemment, sur les derniers développements sur cette guerre au Moyen-Orient. Une dépêche au cours des dernières heures nous parle des gardiens de la Révolution qui ont annoncé la mort de leur porte-parole dans les frappes israélo-américaines. Donc, au cours des dernières heures, Israël qui a lancé encore aujourd'hui de nouvelles frappes sur l'Iran. C'est jour du Nouvel An perse, jour du Nowrouz en ce moment. Évidemment qu'on peut imaginer que, disons que le cœur n'est probablement pas très à la fête pour les habitants de Téhéran qui sont encore soumis donc à une vague de frappes par l'armée israélienne. Donc, on va vous faire le point sur les derniers développements avec Karine Matheux, alors qu'on a appris hier en toute fin de journée que le Canada s'engage, en tout cas se porte volontaire pour assurer une plus grande sécurité dans le détroit d'Ormuz qui est toujours bloqué pour ce qui est des navires occidentaux qui voudraient transiter par ce détroit très important. Alors, on va revenir là-dessus un peu plus tard à l'émission. Sinon, ce sera le printemps dans quelques heures. Est-ce que ça paraît chez vous? Est-ce que ça paraît dans votre coin de pays? Bonjour, je vous entends rire, Madame Méran. Oui, le printemps qui arrive officiellement là, bientôt. Oui, et dites-vous que c'est pas parce que je ris que c'est drôle. Non. Parce que oui, printemps, 10h45 officiellement ce matin, l'équinoxe. On y sera. On y sera à côté équinoxe, oui. Ce sera officiel. Techniquement le printemps. Dans les faits, peut-être moins. Dans les faits, peut-être moins. Ça va être quoi les prévisions pour la journée d'aujourd'hui? Mais je continue? J'ai le droit? Oui, allons-y. Okay, allons-y quand même. Il faut quand même savoir ce qui nous attend, même si ça ne fait pas notre affaire. Va falloir passer au travers. Donc là, vous allez voir des bandes, des bulletins spéciaux qui ont été émis par Environnement Canada avec des chutes de neige, effectivement, qui vont arriver juste à temps pour célébrer le printemps. En fait, les bulletins spéciaux ont été émis surtout pas tant pour les quantités, mais pour les effets. Parce que ces bandes de neige-là peuvent tomber de façon assez rapide et réduire la visibilité. Okay. Donc, c'est un peu plus pour les impacts que pour les accumulations, parce que le système qui entre donnera à peu près 5 à 10 cm pour les régions les plus près de la frontière américaine. Secteur de Vaudreuil, je dirais autour de 5. L'Outaouais également. Montréal, on est plus près de 5. Les Basses-Laurentides, le système passe plus au sud. On y va avec 2 à 4 cm. Les gens de Québec, la Mauricie, en s'en allant plus à l'est, on n'est pratiquement pas touché. Mais oui, il y aura des flocons assurément, il y aura des chutes de neige. Et le problème, c'est que ce n'est pas terminé. On aura une journée calme samedi. On pourrait voir même un peu de soleil. Samedi sera la journée la plus agréable de la fin de semaine. Les températures aujourd'hui, ça gravitera entre 0, -2, peut-être -2 à 1 degré. Allons-y avec ça. Un vent du nord-est qui va se développer une vingtaine de kilomètres à l'heure. La nuit prochaine, -5, -11 sur les régions plus au sud. Et samedi, 4 à 6 degrés. Alors là, un petit peu de douceur, quelques rayons de soleil. Oups, un autre système qui arrive pour dimanche. Encore une fois, on répète le même scénario. 5 à 10 cm possible, plus près de 5 pour le Grand Montréal. Ça nous amène à lundi. Il y a des regards découragés. Il y a des regards découragés. Et qu'est-ce qui va se passer lundi, Mathieu? Bien, ce système-là qui nous aura touché dimanche va aller se redévelopper sur la côte. Puis il y a un creux qui va nous redonner de la neige en début de semaine. La semaine prochaine sera perturbée. Un système aux 2 jours à peu près, c'est ce qu'on anticipe. Alors là, vous savez tout. Votre morale, il faut le construire autrement. Alors, orchestrez ça autour de ça, mais la situation est la même partout. Là. Si je regarde l'Abitibi, oui, les chutes de neige laisseront peut-être un peu moins d'accumulation, mais c'est de la grisaille, c'est de la faible neige aujourd'hui. C'est la même chose vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, 1 centimètre ou 2. Les températures sont près de 0. Dans tout l'est du Québec, ce sera samedi aussi, la meilleure journée du week-end. En territoire ontarien, on est dedans ce matin, des nuages, 5 à 10 cm pour Sudbury. Toronto, un 2 à 5 avec un peu de grésil possible. Averse, orage du côté de Windsor. Windsor, ça grimpera jusqu'à 16 aujourd'hui, 7 à Toronto. -2 Ottawa, 5 à 10 cm, les régions les plus près de la frontière. Dans l'ouest, les précipitations vont cesser. À Vancouver, il fera autour de 13 degrés. Dans les prairies, ça redescend tranquillement. 1 degré du côté d'Edmonton, ça reste autour de 16 pour Calgary. Ciel assez nuageux ce matin, ça deviendra variable. Ennuagement également sur le sud de la Saskatchewan, variable sur le sud du Manitoba. 3 à 5 degrés, ce sont les températures aujourd'hui. Ça fléchira un peu dans l'ouest, le mercure, cette fin de semaine. Alors, printemps officiellement 10h45 ce matin,
dans les faits, on repousse ça d'une bonne semaine. Une bonne semaine, parfait. Peut-être que pour amener un peu de soleil dans votre vie, vous allez écouter de la K-pop, de la pop coréenne. Êtes-vous ça peut aider. Ça peut aider. En tout cas, on va en parler plus tard à l'émission parce que Marie-Michel, BTS, c'est un groupe assez important dans la culture K-pop, lance un nouvel album. Oui, et c'est eux, en fait, qui ont fait traverser la K-pop à l'international. Là, précurseur, ça fait 6 ans qu'il n'avait pas sorti de nouvel album. Et je voudrais que c'est peut-être la solution, justement, d'abord pas sortir et passer la fin de semaine à écouter ce nouvel album. Sous une roche, avec l'album en bas. Avec l'album. Vous allez voir, ça va vous mettre de la joie dans le cœur. OK, on en reparle plus tard à l'émission. Voilà Confer qui remet vers Kane, un dégagement récupéré par Matheson. Oh, il perd la rondelle! Il a tiré! Quel revirement! Alors oui, ça avait bien commencé cette partie-là pour le Canadien de Montréal face aux Red Wings de Détroit, Olivier Pellerin, mais finalement le Canadien a perdu et ça coûte cher. Ça a été un bon match dans l'ensemble pour le Canadien. Sans dire qu'ils ont dominé le match, ils ont probablement tenu le haut du pavé pendant une bonne partie de cette rencontre face aux Red Wings de Détroit. On a beaucoup parlé de l'enjeu de cette fin de saison, de ces matchs importants contre des rivaux directs. Et hier, le Canadien s'est présenté dans un match avec beaucoup d'aplomb face aux Red Wings. C'est d'ailleurs le Canadien de Montréal qui a marqué le premier but en deuxième période. Juraj Slafkovský qui a marqué en avantage numérique pour donner les devants 1-0 aux Canadiens. Une avance qui a tenu jusqu'en début de troisième période où J.T. Compher a ramené les deux équipes à égalité 1-1 et malheureusement, il aura fallu une bourde, malheureusement une erreur malencontreuse en fin de match. Mike Matheson qui revient dans sa zone, tente de contrôler la rondelle pour faire une sortie de zone qui semble banale. Malheureusement, la rondelle est mal placée. Elle saute juste au-dessus de sa palette et malheureusement, c'est Alex DeBrincat, le joueur qu'on devait surveiller hier, qui prend le contrôle de la rondelle, déjoue Jakub Dobeš et c'était fait. Les Red Wings de Détroit qui se sauvent avec une victoire de 3-1 à la régulière. Ça fait mal parce que le Canadien non seulement échappe un point dans ce match, mais les Red Wings donc vont remporter ça à la régulière. Un match douloureux, très douloureux pour Martin Saint-Louis, entre autres, on l'écoute. On joue du bon hockey. 2 games en ligne, là, qu'on joue du hockey mature. On s'est relevé de la fin de semaine. C'est plate de ne pas aller chercher des points dans ce game-là ce soir, parce qu'on était là. C'est un mauvais bon, whatever. On est en contrôle. Ça fait mal parce qu'on a joué une bonne game. On va se relever, c'est tout. Et c'est vrai que le Canadien a bien joué. Il pouvait espérer au moins un point. Et que se serait-il passé en prolongation? Est-ce que le Canadien aurait pu compléter le travail? On ne le saura jamais. Et Martin Saint-Louis a fait allusion justement à cette erreur, malheureusement, de Mike Matheson en fin de rencontre. C'était pas le seul à avoir défendu le défenseur, de l'avoir un peu, d'avoir amoindri un peu son erreur. Mike Matheson joue un rôle tellement important dans cette équipe depuis le début de la saison que c'est difficile de lui jeter à la pierre. Un autre exemple, Félix Dano. Ouais, que ça répare à tout le monde. Là. C'est une bad luck, puis on apprend de ça en move on, puis c'est vraiment pas personnel, puis on sait à quel point il est solide puis important pour notre équipe dans tous les aspects de la game. Donc, Mali, c'est tout un défenseur. C'est une bad luck qui arrive. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Donc, si on regarde le résultat 3-1, c'est une première tuile. La tuile s'est agrandie tout au long de la soirée parce que les Bruins de Boston ont vaincu les Jets 6-1. Les Sénateurs d'Ottawa ont vaincu les Islanders 3-2, tout ça à la régulière. Les Blue Jackets de Columbus ont gagné 6-3 face aux Rangers de New York. Et donc, comme ça, le Canadien, malheureusement, a perdu dans une soirée bien difficile. Le Canadien qui s'accroche à son 3e rang. Mais et les Bruins et les Red Wings, maintenant, ont le même nombre de points à 84. Il y a aussi les Islanders qui sont à 1 point du Canadien de Montréal. Les Sénateurs qui se rapprochent tranquillement. Donc, vraiment, une soirée à oublier. Prochain match, ce sera à Montréal. Ça, c'est la bonne nouvelle. Retour au Centre Bell contre les Islanders de New York qui, eux aussi, auront le couteau entre les dents. Victoire de Montréal sans la capitaine Marie-Philippe Poulin. On se posait des questions. À quoi ressemblerait l'attaque de cette équipe? Il y a Catherine Dubois aussi qui a été promue sur ce premier trio, un peu nerveuse parce que c'est une joueuse qui a été laissée de côté au cours de la saison, une joueuse d'énergie. C'est elle qui a marqué le tout premier but sur une belle passe de Laura Stacey devant le filet. D'ailleurs, la joueuse du match hier, ça a été Laura Stacey qui termine la rencontre avec 2 buts et une passe dans une victoire de 4-1 contre le Torrent de Seattle. Donc, Montréal qui fait oublier cette défaite en prolongation contre Boston et qui peut donc célébrer cette victoire. 4 buts marqués aussi. Quand même, ça, c'est rassurant aussi dans le match. Donc, une bonne rencontre pour Montréal qui est maintenant à égalité au premier rang. En fait, il y a triple égalité au premier rang de la LPHF présentement avec 39 points, 20 parties de jouer. La victoire qui est toujours là. Donc, très bonne soirée hier à la Place Belle pour les gens qui se sont déplacés et qui ont pu apprécier ce spectacle. Merci Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Bonne fin de semaine.
la une des différents quotidiens de ce matin, et commençons par La Presse Plus qui revient évidemment sur ce conflit au Moyen-Orient. Le Canada s'engage, titre La Presse, puis on va y revenir, je vous le disais tantôt avec Karine Matteux. Le quotidien qui a demandé l'avis d'experts, un pari risqué, disent plusieurs experts, des professeurs d'université, entre autres Justin Massy, que l'on connaît bien et que l'on entend régulièrement sur nos ondes. On parle d'un risque d'escalade important, d'un pari risqué, donc incontestablement un signe que le Canada cède à un caprice de son voisin, dit Miloud Chenoufi, qui est professeur de relations internationales au Collège des forces canadiennes. Donc, avis d'experts, les navires iraniens et certains navires indiens peuvent passer, nous rappelle Justin Massy, qui est professeur de sciences politiques à l'UQAM dans l'article, mais tout ce qui est occidental sera frappé. Donc, développement quand même important à ce sujet, au sujet de ce conflit. Vous pourrez lire les réactions et les avis d'experts dans la presse de ce matin. Toujours au sujet de ce conflit au Moyen-Orient, sur le site de Radio-Canada, on nous amène dans le sud du Liban. C'est ma collègue Rania Massoud qui est sur place et qui signe un texte. Éviter le grand chaos à Saïda, la porte dans le sud du Liban. La ville qui a été frappée par des frappes israéliennes. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été tuées, une douzaine de personnes qui ont été tuées, des gens donc qui vivent dans des tentes, dans leurs voitures un peu partout en ville. Surnommée la porte du Liban Sud, c'est une ville qui est située à une dizaine de kilomètres à peine de la zone rouge, qui est encore plus au sud du Liban, soumise à un ordre d'évacuation. Donc, c'est cette ville-là qui accueille beaucoup de déplacés venus d'une centaine de villages frontaliers. On a beaucoup parlé de la capitale Beyrouth, mais là, on est plus au sud et la situation est assez chaotique et difficile, selon le maire qui a été interrogé par ma collègue Rania Massoud. En une du Devoir de ce matin, on parle des églises comme d'un terrain de jeu. On sait qu'il y a plusieurs églises à l'abandon au Québec qui se cherchent de nouvelles vocations. Il y a 3 entrepreneurs qui cherchent à redonner vie à des églises en les transformant en centre de pickleball. On sait que c'est un sport qui est de plus en plus populaire. On aménage donc des terrains de pickleball dans d'anciennes églises. L'église Saint-Clément, l'une des plus importantes à Montréal, sera d'ailleurs transformée au cours des prochains mois par des entrepreneurs qui entendent redonner vie à cette église en les transformant en centre de pickleball. Les détails dans Le Devoir. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec nous racontent l'histoire d'une femme qui a été déclarée décédée. Mais finalement, elle ne l'est pas. Elle est bien vivante. Mais là, le fisc tarde, entre autres, à lui envoyer sa pension de vieillesse. C'est assez compliqué de, entre guillemets, ressusciter, nous dit le Journal de Montréal, lorsqu'on a été déclarée morte par le fisc. Son histoire, donc, en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et je termine en vous parlant de la GRC, pas de la GRC, mais du Globe and Mail, qui continue à parler des opérations de la GRC menées en Alberta, des bureaux d'un cabinet comptable qui ont été visités par les policiers, des perquisitions. C'est un homme qui a été nommé au conseil d'administration d'un organisme gouvernemental par la première ministre l'Alberta, Danielle Smith. Il y a une grosse enquête de la GRC en ce moment sur une controverse entourant l'approvisionnement en soins de santé dans la province. Donc, les derniers développements au sujet de cette enquête à lire dans le Globe and Mail de ce matin. Karine Matteux est avec nous maintenant pour justement faire le point sur ce conflit au Moyen-Orient. Bonjour Karine. Bonjour Mathieu. De plus en plus de sites énergétiques, on l'a vu, on l'a entendu au cours des dernières heures, ont été touchés, frappés en représailles aux attaques israéliennes. L'Iran continue d'attaquer ces sites énergétiques dans le Golfe. Aux États-Unis, le Pentagone a réclamé donc plus d'argent pour continuer cette guerre. Et là, le Canada, je le disais, et 6 autres pays se disent prêts à collaborer pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Oui, le Canada joint sa voix à celle de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Japon. Dans une déclaration conjointe, il demande un moratoire immédiat et complet sur les attaques iraniennes contre les infrastructures civiles, c'est-à-dire les sites de pétrole et de gaz et les navires. Et ces 7 pays s'engagent à contribuer aux efforts appropriés pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit. Mais cette contribution-là n'est pas spécifiée. Écoutons justement le professeur de sciences politiques de l'UQAM, Justin Massy, à ce sujet. En fait, le Canada, c'était celui qui avait la position la plus ouverte initialement, parce que le ministre de la Défense avait dit qu'il ne voulait pas participer à des opérations offensives, ce qui signifiait bien sûr qu'il était prêt à participer à des opérations défensives, sinon on n'aurait pas mis le mot offensif dans la déclaration, et simplement pas vouloir participer, peu importe la nature de la mission. Alors, on ouvrait la porte, on voulait ménager les relations avec Donald Trump parce qu'on a vu ses réactions extrêmement hostiles face aux Européens, aux Japonais au début. Mais d'un autre côté, il y a aussi une réaction, je pense, de l'escalade en cours.
Et il ajoute qu'une intervention dans le détroit est très difficile et aussi très peu probable. Parlons maintenant du Pentagone aux États-Unis qui demande plus d'argent pour poursuivre les opérations. Oui, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, hier, qui a demandé 200 milliards de dollars au Congrès pour financer la guerre en Iran, pour tuer les méchants, a-t-il dit. Écoutons-le. It takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done. Alors, il a dit « to kill bad guys ». C'est ainsi que Pete Hegseth a justifié sa demande. Et le Pentagone ajoute que ces montants serviraient aussi à financer d'autres opérations et à maintenir l'appui des États-Unis envers l'Ukraine. Bon, c'est pas acquis que le Congrès va accepter facilement. Il y a de nombreux élus démocrates et aussi républicains qui ne sont pas chauds à l'idée de s'engager davantage là, dans le conflit, même au sein du camp Trump. Et le message aussi est confus, explique Valérie Beaudoin de la chaire Raoul Dandurand. C'est à chaque jour sa surprise et sa contradiction. Donald Trump, lorsqu'il est questionné sur la guerre, presque à chaque 2 jours, il va dire on pourrait, si on voulait, terminer tout ça cette semaine. On utilise des mots comme victoire, le fait que l'Iran a été vaincu, qu'il reste, c'est comme s'il restait quelques petits trucs à ficeler, mais qu'on pouvait quitter quand on le souhaitait, quand dans la réalité, clairement, c'est pas si facile que ça. Et surtout, les objectifs ou le raisonnement derrière une éventuelle sortie des Américains, c'est pas clair, hein. Alors, il n'y a pas de calendrier défini ou de délai fixé pour mettre un terme au conflit. Plusieurs membres de l'administration disent que c'est lorsque le président Trump le dira. Et sur le terrain, les attaques se sont poursuivies au cours des dernières heures. Oui, et elles se poursuivent sur les sites pétroliers. Entre autres, l'une des dernières attaques il y a quelques heures, c'est sur une raffinerie du Koweït. Cette attaque de drone-là a causé un incendie dans cette raffinerie de la compagnie pétrolière nationale du Koweït. La veille, il y a d'autres sites qui avaient été touchés, dont un au Qatar. Et par ailleurs, les gardiens de la Révolution viennent d'annoncer la mort de leur porte-parole, Ali Mohamed Naini, dans des frappes américano-israéliennes qui ont eu lieu à l'aube. Parfait. Merci beaucoup, Karine. Et voyez, je surveillais le prix du Brent, le prix du pétrole qui est encore à la hausse autour de 110 $ au moment où on se parle. Évidemment, ces attaques sur des raffineries, c'est rien pour aider. Merci, Karine. Bonne journée. Marie-Michel Borduas est de retour en studio avec nous. Donc, vous nous parlez de ce grand retour du groupe BTS. Les amateurs de pop coréenne seront servis ce matin. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont couchés très tard pour pouvoir écouter cet album dès sa sortie ce matin. Donc, nouvel album, Arirang. We've been waiting for this moment for a long time. And we prepared this album thinking of our fans. Alors, les 7 membres du groupe qui disent avoir attendu ce moment-là longtemps, qu'ils ont préparé cet album pour leurs fans, ça tombe bien, ils en ont quelques-uns à travers le monde. La formation emblématique du K-pop revient après 6 ans après leur dernier album B, et surtout après une absence de 3 ans au cours desquels tous les membres ont effectué leur service militaire obligatoire en Corée du Sud. Donc, 14 nouvelles chansons, dont celle-ci, One More Night. 24 hours in the top, 24 hours of your time. It's easy to wake me up. Call me my gang of shit. It's a fantasy. It's a fantasy. It's a fantasy. Ça aide à ramener un peu le printemps dans le cœur, comme je vous le disais. Groupe donc qui va aussi offrir là, un grand concert public demain soir à Séoul. On attend plus de 250 000 personnes. Wow. Et pour vous dire à quel point c'est un phénomène, il y a le gouvernement canadien qui a lancé un avertissement, un conseil aux voyageurs pour la Corée du Sud, spécifiquement pour cet événement-là. On parle d'une alerte de prudence parce que grande foule, parce que rue fermée, parce que présence des autorités accrue. Donc, comme quoi c'est un très, très gros événement attendu. Et tout ça, ça va précéder une tournée mondiale d'au moins 82 concerts dans plusieurs villes. Entre autres, pour le Canada, pour l'instant, il y aura 2 soirs à Toronto au mois d'août. Donc, BTS pour les amateurs de pop coréenne. Sinon, l'intelligence artificielle pourrait refaire vivre Val Kilmer le temps d'un long métrage. Oui, il y a la famille de la star américaine qui a autorisé le réalisateur Corey Voorhees à utiliser des outils d'intelligence artificielle pour en fait recréer l'image de l'acteur qui est décédé il y a près d'1 an maintenant. Le réalisateur, il faut dire qu'il avait déjà choisi Kilmer pour son film As Deep as the Grave. Le tournage n'avait pas pu se faire parce que Kilmer ne pouvait plus
plus tourner en raison de son cancer de la gorge. Et donc là, c'est pas vraiment, on recrée pas le Val Kilmer de rien. On part vraiment d'archives de la famille. C'est ça l'autorisation, en fait. C'est que la famille fournit là, des vidéos de l'interprète de Batman, entre autres. Donc, des images qui ensuite seront utilisées avec l'IA pour faire revivre le Val Kilmer. Donc, la succession qui sera payée justement pour l'utilisation de ces archives-là. On parle vraiment d'un contrat. Quoi qu'il en soit, ça va alimenter les discussions là, au sujet de l'intelligence artificielle à Hollywood, au moment où il y a plusieurs acteurs de l'industrie qui craignent la perte de métier en raison de l'IA, justement. Un retour aux sources pour un artiste de Manawan, au Québec. Oui, Yvan Boivin, flamand, guitariste virtuose, étoile montante aussi de la musique autochtone. Il n'a que 28 ans, mais a déjà joué avec plusieurs artistes établis, Florent Volant, Richard Séguin, entre autres. Et donc, avec un premier mini-album en anglais en 2023, Yvan Boivin, flamand, renoue maintenant avec sa langue maternelle, vient de faire paraître Nitei, donc en Atikamekw. Il aborde le deuil de son frère, la dépression, mais aussi l'amour. Midi-album lancé hier soir au Lion d'Or à Montréal. Il va se promener ensuite au Québec plus tard cette année. Il sera également de passage à Ottawa en décembre. Je vous propose d'écouter Ni Peoti. Écoutons ça. C'est peut-être un petit peu plus proche de mes goûts que la K-pop, Marie-Michel, bien honnêtement. Avec cet album. Ouais. Et puis, sinon, on envoie les enfants au sous-sol avec BTS. BTS, oui, c'est ça. Dernier hommage aujourd'hui à l'animateur Franco Nuovo qui nous a quittés récemment. Ce sont ses funérailles qui seront célébrées à Montréal cet avant-midi. La population qui est invitée à venir lui dire au revoir, la famille qui va recevoir justement les condoléances là, avant la cérémonie également. Franco Nuovo, c'est plus de 50 ans de carrière dans les médias, subitement décédé le 8 février à la suite d'une crise cardiaque. Il avait 72 ans, mais jusqu'à la toute fin, jusqu'au début février, il était encore au micro. Il animait sur nos ondes de l'émission nationale Dessine-moi un dimanche. Oui, tout un choc, une surprise, son décès. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée, bonne fin de semaine. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Je vous rappelle qu'on va continuer de suivre évidemment la situation au Moyen-Orient. De nouvelles frappes américano-israéliennes annoncées au cours des dernières heures. Entre autres, le Conseil les gardiens de la Révolution qui ont annoncé la mort d'un de leurs porte-parole au cours des dernières heures, alors qu'on célèbre le Nouvel An perse un peu partout en Iran, notamment à Téhéran, dans le contexte évidemment de bombardement que l'on connaît. Alors voilà, merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Si vous voulez nous écrire à la une @radio-canada.ca ou encore si vous nous écoutez sur audio, vous pouvez toujours utiliser la bulle de conversation pour nous joindre. Bonne journée, bonne fin de semaine, bon printemps malgré tout. Salut.